Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 166, et aujourd'hui, je m'entretiens avec Thomas Burbidge pour parler de prospection consentie. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va. J'ai super hâte que vous écoutiez cet épisode de podcast. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'inviter Thomas sur mon podcast parce que j'avais rencontré Thomas quand il était venu ici à Montréal il y a déjà près de 3 ans de ça. Et pour moi, c'est toujours intéressant de rencontrer des nouvelles personnes, mais c'est sûr que quand en plus il y a un méga fit au niveau de notre compréhension du business, compréhension de ce qu'on fait comme coach pour entrepreneurs, ben il y a comme des petites étincelles de plus qui viennent vraiment genre cimenter cet intérêt puis cet intérêt dans le travail que cette personne fait. Donc, je suis vraiment heureuse de parler de ce sujet-là parce qu'on a parlé beaucoup dans les dernières semaines sur le podcast de créer des entreprises qui sont plus respectueuses de soi et des autres, un entrepreneuriat d'un nouveau paradigme, parler genre de justement comment est-ce qu'on peut changer la donne quand il est question de manœuvrer notre entreprise, mais aussi notre façon de vendre, notre façon de penser au profit, notre façon de réfléchir à la place qu'on a dans une dynamique du changement social, changement environnemental, changement entrepreneurial aussi, qu'on fait à travers ces actes-là, à travers ces créations qui sont nos entreprises. Donc, Thomas Burbidge, je dis tout le temps Burbidge et je m'excuse vraiment Thomas si je prononce mal ton nom des fois. Thomas Burbidge, il est le cofondateur de Kaleidoscope Horizon, qui est un consortium d'accompagnants, accompagnants et accompagnantes, coachs et formateuristes pour les freelances et entrepreneurs indépendantes. Son approche est basée sur une rencontre entre 3 grandes disciplines qui est la théorie business et tout ce qu'il faut pour développer et générer une entreprise, le développement humain pour garantir l'épanouissement personnel dans l'aventure entrepreneuriale et la pensée systémique pour que les projets s'intègrent dans la tapisserie plus large de notre monde et ses enjeux plus importants. Les contenus pédagogiques de Thomas, dont notamment son podcast Young, Wild et Freelance, sont suivis chaque semaine par des milliers de freelances en francophonie et depuis 2018, il accompagne plus de 300 indépendantes dans différents programmes d'accompagnement. Alors, sans plus attendre, je vais vous laisser avec cette entrevue où on va parler de Thomas, de sa vision, mais aussi plus spécifiquement de la prospection consentie, qui est un type d'approche à la vente qui, justement, comme son nom l'indique, est basé dans le consentement. Comme d'habitude, vos commentaires, vos réflexions sont toujours les bienvenus et j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Salut Thomas, bienvenue sur l'ambition au féminin. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, je vais merveilleusement bien. Merci Tatiana et trop heureux de venir discuter ici. Ça fait un moment que tu m'avais invité, donc la Oui, date est posée depuis ça longtemps. fait un moment. Mais ouais, trop... Ça fait un moment que je t'avais invité, ça fait longtemps que je voulais te parler, mais on s'était déjà parlé aussi sur ton Oui. podcast, puis je trouvais on avait vraiment connecté au niveau de nos visions, puis je te suis depuis, puis je vois tout ce que tu fais, puis je suis vraiment impressionnée par la qualité et la profondeur aussi de ton approche. Hmm. Fait que je me sens comme avec quelqu'un genre qui a des valeurs très semblables aux miennes, là. Bah, c'est vrai que notre conversation, quand j'étais venu jusqu'au Québec pour qu'on discute en vrai dans ce petit salon à Montréal, je crois que c'était la première fois qu'on parlait de féminisme sur mon podcast. Et du coup, forcément, bon, voilà, c'était Mmh. 2021 qu'on a fait cet épisode. Depuis, c'est Mmh. vraiment au cœur de notre approche
ce spectre de comment on regarde le monde au travers d'un regard féministe. Donc, je suis content parce qu'il y a Mhm. eu du cheminement depuis le moment où je t'ai entendu parler de ça sur le podcast. Forcément, c'était pas ma rencontre Oui. avec le sujet, hein, mais ouais. Mais non. Non, puis je sais aussi que c'est rare. Des fois, je teste le terrain pour voir où les gens sont à l'aise de rentrer la philo aussi Mmh. dans les réflexions sur l'entrepreneuriat. Puis ça m'avait à chaque fois que quelqu'un est comme ouvert et curieux ou a des opinions là-dessus, pour moi, c'est comme: «OK, let's go, on a des choses à se Ah dire». bah là, clairement, je suis très bon public pour ça. Donc, on va commencer justement avec une question peut-être, plus large, une question plus brise-glace et je voulais te poser la question pour toi, comment tu définis ambition? Mmh. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est une super question. Hem, je pense que pour commencer à répondre, je vais commencer large et ensuite essayer d'appliquer le raisonnement à moi-même. Je pense on peut avoir le même raisonnement entre le mot ambition et le mot réussite, où on se dit que réussite, il y a une définition «sociétale» entre guillemets dont on a hérité et ensuite il y a tout ce travail de déconstruction que je pense on fait de plus en plus pour se demander: «OK, mais est-ce que j'accepte et j'accueille et j'embrasse cette vision-là de la réussite ou est-ce que je veux construire la mienne?» Et je pense que ambition, on peut appliquer le même raisonnement. Il y a ce que le monde extérieur nous renvoie comme disant: «Ça, c'est être une personne ambitieuse» et ensuite il y a qu'est-ce que moi j'ai envie d'appeler l'ambition? Et par exemple, dans mon cas, je veux pas appeler l'ambition, créer, une multinationale qui fait des milliards avec, des centaines de salariés, genre, non, ça c'est pas une ambition que j'embrasse Mmh. et soit peut-être que c'est celle de certaines autres personnes, mais c'est pas la mienne. Je pense que mon ambition, elle se trouve plus dans l'épanouissement que je peux ressentir au quotidien, mon entreprise étant un outil pour cet épanouissement. Je pense, si je la mesure vraiment, je pense qu'elle se mesure, en est-ce que je vis longtemps et est-ce que je vis heureux? Mmh. Et on a un pacte avec mon amoureuse où on s'est dit: «On veut vivre jusqu'à nos 100 ans, sauf si on a, une maladie ou un truc débilitant qui nous empêche de vivre pleinement, auquel cas on veut pas vivre jusque 100 ans». Et Mmh. du coup, le but, c'est vivre jusqu'à 100 ans ensemble, heu, en super bonne santé. Enfin, tu vois, moi, j'ai envie d'être le papy qui presque pourrait courir un marathon. J'aime pas beaucoup la course à pied, donc j'ai encore du travail pour être cette personne. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais. 80 ans, jouer au foot avec des gosses, dans le Mmh. jardin. Mmh. Pour moi, c'est ça l'ambition, je pense. L'ambition Mmh. de vivre pleinement et l'entrepreneuriat, pour moi, est un outil pour ça, mais pas la finalité. Ouais, puis je trouve ça intéressant, cette notion d'épanouissement, puis je pense que justement, c'est chaque personne va s'épanouir avec différents, focus probablement Mmh. dans sa vie et à travers sa vie parce que nos ambitions changent aussi, puis Mmh mh. on évolue avec elles et il y a quelque chose de très fluide, je trouve dans cette définition, puis j'aime qu'on c'est quand j'avais commencé ce podcast-là, justement, c'était l'objectif de dire: «OK, est-ce qu'on peut ajouter de la profondeur dans cette définition?» parce que Mmh. justement, hem, il y a beaucoup de personnes qui voulaient même pas se voir comme ambitieuses parce que Mmh. ça représentait pas du tout cette notion de toujours avoir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de Oui et qui du matérialité, coup, puis tu sais, ouais et du coup, il y a du jugement de: «Je ne suis pas ambitieux parce que je ne veux pas ces choses-là». je ne suis pas Ce qui ambitieux et peut je ne veux pas être perçue comme une de ces personnes qui veulent grave. extraire constamment, genre, quelque chose, tu sais? Mmh. Hem, Ouais. Il y a quelque chose qui m'apparaît, là aussi en écoutant parce que forcément, j'avais pas une réponse construite à ta question, mais quelque chose qui m'apparaît là, c'est je crois par contre qu'il y a des choses qu'on devrait chacune avoir l'ambition de faire, d'être ou d'avoir, mmh, parce qu'il me semble que c'est ce qui est au service de notre épanouissement non seulement individuel, mais collectif. Et quelque chose mmh, qu'on défend beaucoup dans, les prises de parole qu'on fait avec mon associé, ma boîte, qu'on essaie d'apporter dans nos programmes, c'est de se dire: «Notre épanouissement individuel, il passe par l'épanouissement collectif. On peut pas gagner seul quoi que ce soit, parce qu'on est mmh, une espèce interdépendante». Et du coup, je pense qu'on devrait tous et toutes avoir l'ambition
de jouer un rôle dans la vie de au moins quelqu'un d'autre, une autre personne, de contribuer au-delà de Mmh. juste nous-mêmes. Et je le vois beaucoup. Euh, Pareil, je reprends le spectre entrepreneurial parce que c'est le monde dans lequel je baigne, je fais de l'éducation à l'entrepreneuriat. Il y a ce truc où c'est très perçu comme euh, des quêtes individualistes. Je veux plus de temps pour moi, plus de liberté pour moi, plus de Mmh. finances pour moi, etc. Et je pense que on doit décaler le curseur de ce qu'est l'ambition à quel rôle je joue dans la tapisserie plus globale Mmh. des écosystèmes humains et naturels dont je fais partie. Et ça peut être au niveau d'un village, tu vois. Je suis pas en train de dire qu'il faut avoir un impact sur des milliards de personnes, c'est pas ça le but. Mais c'est le but, c'est ouais, trouver sa place dans le collectif au Mmh. travers de, comme tu disais, nos propres critères et focus d'ambition selon qui on est en tant que personne unique. Mais ouais, je crois, en tout cas, j'ai envie de dire, pour moi, être ambitieux ou ambitieuse, c'est vouloir jouer un rôle qui dépasse juste ma petite personne. Je pense que Mmh. j'ai envie de mettre ça dans ma définition. J'aime ça. J'aime ça, puis je pense qu'on pourrait rentrer vraiment profondément dans cette, notion du collectif, parce que je pense que mais bon, on va probablement le faire à travers notre conversation, parce que je pense qu'une des visions qui nous rassemble aussi, c'est que l'entrepreneuriat, c'est cet, espace liminal entre le gain individuel et le gain collectif, où on Mhm. peut justement structurer cette création de valeur par nous-mêmes pour les autres et vice versa, tu sais, comme créer cette circulation de valeurs, Ouais, ouais. à notre propre impulsion et notre ambition qui est comme un moteur aussi de faire ça. Fait que parle-nous un petit peu peut-être de, ta propre relation à l'entrepreneuriat et peut-être aussi avec le marketing, parce que là, on va parler de prospection, on va parler de vendre, on va parler de Oui. conformement, mais si on pouvait juste avoir un petit, topo de comment tu en es venu à lancer ta boîte puis à devenir entrepreneur. Bah, je pense, sans que je le sache à l'époque, mais l'histoire que je raconte toujours, c'est que ce qui me catapulte dans une vision de la vie, du travail, euh, c'est la mort de mon père, dont la philosophie de vie était de chercher constamment son modèle à lui. Dans le sens où ce que j'observe de la vie qu'il a vécue avant qu'il meure, c'était le monde projette sur moi ce que je devrais faire, ce que je devrais être et ce que je devrais avoir pour réussir. Je vais faire rupture avec ça jusqu'à faire rupture avec les attentes de ses parents, de ses frères sur ce qu'il devrait faire pour chercher sa propre voie. Ce qui le mène à acheter une ferme défoncée au milieu de la Dordogne, au fin fond de nulle part. On était anglais, il vivait en ville en Angleterre, à vouloir la retaper de ses mains, vivre simplement un peu en mode hippie. Et quand il est mort, je crois que ça m'a forcé à voir le monde sous un autre spectre et avec ses lunettes, tu Mmh. vois. Et inconsciemment, je pense que c'est ça qui me pousse à avoir des questionnements sur c'est quoi la vie, quelle place est-ce que je veux que mon travail ait dans ma vie, ce qui me mène à un moment donné à me lancer à mon compte. Et du coup, je pense que du fait de cette expérience, je ne peux voir l'aventure entrepreneuriale que comme un outil au service de quelque chose d'autre. Mmh. Au service de comment j'ai envie de vivre ma vie à moi, au service de plutôt aujourd'hui du coup la contribution que je vais apporter à d'autres pour trouver, comme tu l'as super bien dit, cet espace où ce qui nous nourrit nous individuellement nourrit aussi le collectif et ça fait une sorte de cercle vertueux où on trouve la bonne recette de contribution quoi. Mmh. Mmh. Et donc pour moi c'est ça l'aventure entrepreneuriale, c'est chercher le sujet, la structure, la forme de délivrabilité de ce qu'on offre, l'équipe, enfin tous les différents critères qui font qu'on trouve l'endroit où nous on vit le monde et notre expérience humaine d'une façon épanouissante et où on crée des choses qui ont du sens pour les autres êtres humains qui nous entourent et les écosystèmes naturels dont on fait partie Mmh. et qui nous hébergent. Donc je dirais que c'est ça. Et le rôle que joue le marketing là-dedans, du coup, pour moi, c'est l'interface qui permet la rencontre entre moi et ce que je pense être au service des gens et les gens et ce qui est vraiment au service des gens. Et c'est l'espace, le pont entre bah, voici ce que j'essaye d'apporter au monde, est-ce que c'est utile? Si c'est utile, il y a un retour. Si c'est pas utile, il n'y a pas de retour. Et faire ça d'une manière la plus soignée, respectueuse, consentie possible. Mmh. Et
tu as utilisé le mot extraire tout à l'heure. Je crois que le marketing est malheureusement devenu une compétence extractive, c'est-à-dire comment j'extrais des finances de différentes personnes. Euh, Peu importe le niveau d'utilité de ce que je leur donne, alors que pour moi, c'est l'inverse. J'aime bien ce terme de l'espace de rencontre entre l'utilité potentielle de mon service, de mon produit, et la validation par un groupe de personnes de cette utilité. Mhm. Ouais, tellement de richesse dans ta réponse. Je retiens aussi beaucoup cette recherche de sens. Puis je pense que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, et notamment moi, on est des personnes qui recherchons du sens à travers Ouais. l'entrepreneuriat et que dans cette dissonance, justement, qu'il y avait avec le marketing, souvent, ou avec certains modèles d'affaires ou avec des tactiques de vente, ça vient mettre des bâtons dans les roues dans cette recherche de sens et c'est là que le travail que tu fais, le Hmm. travail que qu'on fait en termes d'entrepreneuriat plus conscient, hem, ça vient parler à toutes ces personnes qui sont peut-être sorties de, hem, une matrice un peu plus automatique, qui est comme le monde du Oui, salariat ou d'autres types oui, d'entreprises qui sont beaucoup plus machiniques, très, mécaniques oui, et quelque chose de plus organique, plus conscient, plus vivant, plus justement, tu parlais de feedback, tu sais, comme OK, comment est-ce que mon public réagit? ouais, Comment est-ce que moi je peux, m'adapter? Et il y a comme une genre de danse qui est, entamée dans cette vision-là, tu sais. Puis dans cet ouais, aspect relationnel, le marketing nous connecte ensemble ou connecte du moins l'entreprise hem, dans cette dynamique-là, de création. ouais. Et est-ce que pour toi, tu sais, ça a toujours été vu comme ça? Est-ce que parce que moi, je sais que personnellement, je me suis intéressée au marketing parce que je pensais que j'allais jamais être capable de vendre. J'étais vraiment je viens du monde de la Hmm. littérature, de la philosophie puis tout ça, puis j'étais comme: «Il y a aucune façon pour moi de faire sens avec ce monde-là». Est-ce que toi, tu as eu une genre de lutte aussi interne ou ça a été quand même assez Mais, clair comment tu voulais l'approcher? je pense qu'on est constamment dans Mmh. cette lutte. Parce que la vision dominante du monde est encore une vision capitaliste basée sur l'enrichissement individuel et qui te présente en majeure partie des stratégies avec cet objectif sans prendre en compte et en considération les effets secondaires de ces stratégies. Tu vois, je pense que c'est très rare. Tu vas à la banque, tu dis voilà, j'ai euh, 50 000 d'épargne. Qu'est-ce que j'en fais? Il y a encore, je pense, une très 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 petite quantité de banquiers qui vont te dire alors, est-ce que vous voulez que votre stratégie vous enrichisse plus ou moins vite basée sur un critère écologique, par exemple? Genre non, ils vont te donner la stratégie qui fait que ton épargne fructifie le plus Mmh. vite possible. C'est ça la réflexion première. Et je pense que c'est naturel pour n'importe quel être humain, face à cette culture dominante et au poids de ces idées dominantes, de flancher de temps en temps. Genre moi, quand je vois des personnes, encore aujourd'hui, malgré que mon entreprise tourne très bien, etc., afficher sur Insta ou LinkedIn des espèces d'énormes chiffres et leur mode de vie où ils ont l'air d'être dans le confort le plus absolu, bah ouais, des fois, je suis en mode putain, c'est vrai que ce serait pas mal de parfois un peu moins Mmh. galérer. Et ça m'arrive surtout dans les moments de faiblesse émotionnelle ou dans les moments où, Mmh. enfin même pas faiblesse émotionnelle, j'ai pas envie de dire que c'est de la faiblesse, mais de d'instabilité émotionnelle où je suis pas bien sur mes appuis, quoi. Donc je pense que c'est une lutte perpétuelle. En revanche, je crois que le mouvement d'une autre vision des choses est grandissant, et donc j'ai l'impression d'avoir de plus en plus d'assises qui permet de rester aligné avec ce en quoi je crois. Après, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai toujours cru en ça ou est-ce qu'il y a eu un moment un peu révélation? Je pense que ça s'est construit petit à petit et ça s'est construit pas mal par une quête de rencontre de différents mouvements de lutte. Je viens d'une éducation marketing Mmh. à la base, donc c'est pas ce qu'on m'a appris à l'école, clairement, ni dans mes premières expériences professionnelles. Mais je pense que c'est la rencontre entre la compétence marketing, les réflexions développement personnel avec la mort de mon père, ma rencontre avec les sujets écologiques, ma rencontre avec le féminisme. Et tu vois, toutes ces choses qui viennent se nourrir les unes des autres et qui tissent un peu plus la toile de mon regard critique sur le monde
pour Mhm. faire rupture avec ce qu'on m'a dit être la vérité et essayer de faire sens de cette planète chelou et de cette civilisation étrange et ces trucs bizarres que sont les êtres humains et comment on s'est organisé entre nous. Donc je pense que c'est une construction, mais c'est aussi une construction souhaitée de ma part à un Mhm. moment donné. C'est-à-dire que je suis allé faire le taf de recherche. Là, par exemple, je me lance dans une nouvelle frontière sur ça, qui est un sujet que j'ai pour l'instant encore peu exploré, qui est le racisme Mhm. intégré en nous. Mhm. Tu vois, en tant que personne blanche ayant grandi dans une civilisation de l'Ouest, je suis assez convaincu qu'on est tous et toutes, malheureusement, avec une dimension de racisme dont on n'a même pas conscience à Mhm. l'intérieur de nous. Et ça, du coup, là, je vais lire et je recherche des livres qui vont me faire mal sur ce sujet, où je vais me rendre compte de tous mes comportements problématiques. Et ça, c'est un taf pas Mhm. facile à faire, que j'ai le privilège de faire parce que j'ai de la place dans ma vie pour le faire. Mais ça construit, je Mhm. pense aussi, mes convictions sur le rôle du marketing et ce que le marketing peut et devrait être à mon sens. Ouais. Oui à tout ça et tu sais, je pense que ta, prise de conscience écologique tu sais, moi, en ce moment, je suis beaucoup en train de lire sur la pensée systémique et l'économie circulaire et tout Oui. ça, puis, tu sais, j'ai avec mon nouveau programme Autopoésis, on travaille beaucoup avec les concepts du vivant puis de l'organisation consciente, hem Mhm. et je pense que c'est vraiment puis je pense que le féminisme amène justement aussi soit l'écologie mène vers le féminisme va mène vers Bien l'écologie, sûr. mais tu sais, c'est des mouvements très, complémentaires qui justement viennent apporter ce changement de vision, changement de paradigme qui est vraiment essentiel pour comprendre comment faire les choses différemment et évoluer dans ce Ouais. monde qui tu sais, dans ce monde qui est basé sur un certain spectre, sur une certaine vision, sur certaines croyances et les challenger constamment. Fait que ce challenge constant, de la vision, je pense qu'il est, il est essentiel puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a nécessairement, comme tu dis, la capacité de le faire, mais je pense que quand on fait juste laisser entrer d'autres modes de pensée ou d'autres, juste des petites façons de voir les choses différemment, ne serait-ce que comment on utilise notre temps dans notre journée, tu sais, ou qu'est-ce Ouais. qu'on fait avec notre surplus, financier, tu sais. Là, ça commence à petit, créer ce nouvel écosystème-là. On est ici pour parler d'un sujet j'adore comme suivre tout ce qui se passe en France parce que vous avez des bons termes. Des fois, vous utilisez des anglicismes douteux, mais souvent, vous avez des très bonnes, traductions de termes anglais et j'aimais beaucoup, ton terme de prospection consentie, tu sais? J'ai entendu Mhm. déjà marketing du consentement ou tu sais, des choses comme ça et j'avais vraiment envie de parler avec toi de comment toi tu le voyais, comment tu le définissais, c'est quoi les principes dans le fond d'une prospection consentie parce qu'encore une fois, il y a 2 termes ici qui semblent s'opposer dans l'imaginaire collectif où Complètement. la prospection est nécessairement une invasion de la vie privée et genre de l'espace de quelqu'un. Ouais. Fait que veux-tu nous parler un peu de ça, puis pourquoi pour toi c'était important de te positionner par rapport à ça? Salut les ambitieuses! Je fais une petite pause dans l'épisode pour te parler de quelque chose de vraiment important. On va pas se mentir, grâce au pouvoir du web et des réseaux sociaux, ça a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise. Le défi, c'est d'y rester maître à bord, ancré dans ta vision, peu importe les tempêtes que tu vas rencontrer au fil des ans. Mais il faut pas non plus se faire d'illusions. Ton énergie est limitée, tu ne peux pas brûler la chandelle par les 2 bouts, et pour continuer, tu as besoin de trouver un équilibre entre croissance et stabilisation. Et la clé vers cet équilibre, c'est la force de tes systèmes. Et croisant mes 7 années d'entrepreneuriat à faire croître mon équipe, mon plaisir et mes profits, je l'ai expérimenté au premier plan. Ce sont tes systèmes qui te supportent jour après jour pour que tu puisses enfin relaxer dans ton business, même quand le monde est sans dessus-dessous. Si je te parle de ça, c'est que le temps est venu de réouvrir les portes de mon programme signature Autopoésis. Ce programme, c'est un hybride entre un mastermind et un parcours de développement entrepreneurial pour te faire guider dans les mécanismes les plus importants de ton business durable.
Bye bye hustle, bye bye doute et découragement. T'es devenu entrepreneur pour faire du bien à toi, à tes clients et à ceux qui t'entourent. Et là, on va optimiser chaque partie de ton entreprise pour y arriver. Si tu veux avoir tous les détails et être invité à la masterclass privée Apprendre à danser avec le chaos entrepreneurial, va tout de suite remplir le formulaire qui se trouve sur la page du programme à mtamarque.com/autopoiesis. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais mon instinct me dit que c'est exactement le type de support à la fois stratégique et expérientiel que tu cherchais. C'est à mtamarque.com/autopoiesis, auto comme voiture et poiesis Poiesis. Et t'inquiète, si tu arrives sur mon site, tu vas le trouver facilement dans l'onglet Programme. Maintenant, de retour à l'épisode. La réflexion, elle est née justement de ce que tu dis, de cette vision que prospecter, c'est-à-dire aller approcher des gens qu'a priori on ne connaît pas pour leur proposer quelque chose, on se dit forcément, effectivement, on dépasse les limites de quelqu'un avec cette image du commercial, le pied dans la porte, j'envahis ton espace de chez toi et j'essaye de te vendre un truc. Et en fait, je me suis dit, j'ai tellement de nos clients qui sont dans cette espèce de tension entre tout le monde me dit qu'il faut que je fasse ça et que ça passe par là, la réussite de mon projet entrepreneurial. Et en même temps, dès que je le fais un petit peu, j'ai une énorme dissonance cognitive entre mes valeurs et cette pratique. Et donc, je voulais essayer de résoudre ça en priorité, en premier lieu pour nos clients. Et ça a donné cette recherche de me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je prends les pratiques et les principes de la prospection et les stratégies qu'on nous dit qu'on doit appliquer, et je le mélange avec la culture du consentement qui vient du féminisme, qui a priori effectivement l'inverse, c'est respecter et célébrer les limites des gens pour ne pas les outrepasser. Donc le début, il vient de là, et ensuite j'ai pris ma petite popote et essayé de faire le petit mélange, et je me suis dit, tiens, ok, c'est quoi la base que moi je vois du marketing et de la prospection? C'est que tout est basé sur, on veut créer des rencontres. Le développement d'une entreprise, ce n'est que l'enchaînement de nouvelles rencontres entre nous, l'être humain, et un autre être humain en face de nous, qui va devenir client, partenaire, associé, enfin voilà, c'est que des rencontres. Et donc je me suis dit, ok, le but de la prospection, avant de vendre, c'est de créer une rencontre avec quelqu'un. Et ça, en fait, on le fait tout le temps. Créer des rencontres, on rencontre des amis, on rencontre des gens avec qui peut-être on va vivre une histoire amoureuse, c'est que des rencontres qui se passent. Donc je me suis dit, ok, le premier but de la prospection, c'est de créer une rencontre. Comment est-ce qu'on fait pour créer des rencontres d'une manière où la personne en face, elle a de la joie et elle se sent en sécurité, plutôt que d'avoir de la frustration et se sentir dans un enjeu de risque de est-ce que cette personne essaye de m'extraire de l'argent. Et donc là, je me suis dit, tiens, j'ai commencé à analyser pour moi-même qu'est-ce qui, moi, quand je rencontre quelqu'un, fait que je me sens en sécurité et fait que j'ai envie d'approfondir le lien avec la personne et aller plus loin. Et donc, je me suis dit, ah tiens, c'est hyper intéressant. Il y a des fois où je sens que j'ai plus confiance du fait du contexte de la rencontre ou de la question qu'elle me pose ou de ça. Et il y a des fois où j'ai moins confiance. Et tu vois, c'est une sorte d'alchimie bizarre. C'est pas toujours. Mais j'ai commencé à essayer d'analyser ça. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs critères. Un des critères, c'est le déclencheur de la conversation. Est-ce que mon bullshit radar, il s'allume quand je vois la raison pour laquelle la personne me contacte? Et là, on peut penser à tous ces messages qu'on a tous et toutes reçus sur Instagram. « Eh tiens, je viens de voir que tu étais XYZ et on te pose une question à la con. » Et ça, tu sais, bullshit radar, elle vient de trouver mon compte Instagram, elle essaye de chercher une raison à la con pour dans 3 questions me demander si je suis prêt à acheter son truc pourri. VS, quelqu'un qui écoute cet épisode de podcast et qui va m'écrire après pour me parler de ce qu'elle a reçu, de comment elle l'a vécu, et me dire c'était trop bien de vous écouter parler de tout ça, etc. Je vais être trop heureux que cette personne, elle m'écrive, tu vois. Et je vais me dire, waouh, génial, quelqu'un qui m'écrit pour une raison absolument logique, parce qu'elle a écouté l'épisode de podcast, c'est un déclencheur de conversation qui ne fait rien genre, mon bullshit radar, il s'allume pas. C'est cool. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va discuter, il va se passer un truc, je vais lui poser des questions, elle va me poser des questions, et peut-être à un moment donné, je vais me rendre compte, ah ouais, mais en fait, cette personne, elle a
une compétence dont j'ai absolument besoin en ce moment. Mhm. Et tu vois, la différence, du coup, à cet endroit-là, c'est le déclencheur. Je, je Tu veux voulais que je juste continue t'interrompre ou pour un tu veux truc parce que m'interrompre? j'ai Parce que l'impression, sinon, je suis parti pour pendant moi, une c'est heure, hein. comme, OK, c'est comme on va dans un party et puis, mettons, moi et toi, on se connaît déjà, on se parle, puis là, il y a genre quelqu'un d'autre qui me connaît plus ou moins, qui arrive dans notre groupe, qui te voit, qui commence à t'entendre parler. Tu sais, c'est exactement comme ça qu'on crée des relations puis qu'on ouvre nos cercles Exactement. aussi là, dans la vraie vie. Et c'est pour ça que la recommandation, c'est l'outil marketing le Mhm. plus puissant qui existe. Parce que les gens rentrent dans la relation avec un niveau de confiance existant. Parce que si moi je côté de Tatiana et quelqu'un d'autre t'apprécie, elle va se dire bah, si Thomas et Tatiana s'apprécient, forcément, moi aussi je vais Mhm. avoir des atomes crochus. Et c'est juste pour ça que la recommandation c'est puissant. Parce qu'on rentre avec une jauge de confiance déjà quasiment remplie. Donc la question c'est quand je prospecte, comment je fais pour que la jauge de confiance elle se Mhm. remplisse. Et c'est uniquement quand elle sera assez remplie que je pourrai espérer parler de mon offre et peut-être vendre un jour. Et ça, c'est le premier truc, je pense, qu'on peut corriger, c'est de se dire, l'objectif de la prospection, c'est pas de vendre, c'est de ouvrir un espace relationnel avec quelqu'un pour peut-être un jour Mhm. avoir une relation. Ouais, puis je pense que encore une fois, je trouve ça intéressant que toi, tu aies étudié le marketing plus traditionnel. Moi, je l'ai étudié un peu, mais je suis une autodidacte beaucoup plus en marketing, même si j'ai travaillé dans le domaine. Puis je pense que ça, c'est une des grandes... les gens font pas la différence entre le département des marketing et le département des ventes, qui sont deux fonctions différentes, Oui, même dans une entreprise traditionnelle, parce que le marketing, techniquement, ne vend pas. C'est pas, tu sais, ça donne juste que nous, en oui. tant que solopreneurs, on a les deux casquettes, on travaille souvent, genre, dans tous les départements de notre business, mais même fondamentalement, ils n'ont pas la même fonction. Ouais. Et ben, du coup, effectivement, la séparation classique dans les grosses boîtes qui ont les deux départements, c'est le marketing est chargé de créer la relation. Le commercial est chargé de la faire avancer Mhm, pour un jour vendre. Et ça, c'est un truc d'ailleurs que je raconte souvent que beaucoup de solopreneurs ne savent pas, c'est qu'il y a des commerciaux, leur cycle de vente, mhm, il dure 1 an. Parce qu'on met 1 an à suffisamment bien comprendre le monde de la personne en face pour se sentir légitime pour lui mhm, proposer quelque chose. Et ça, je pense que la raison pour laquelle les gens oublient ça et oublient que les relations, ça prend du temps à être construit, c'est parce qu'on voit plein de gourous de la vente, etc., sur Internet nous dire demain, on peut closer 30 personnes avec cette formule magique. Mais en fait, cette formule magique, c'est simplement voici comment tu manipules la psychologie de quelqu'un tellement bien qu'elle va acheter sans consentement. Et souvent, ce qu'ils disent pas, c'est que ces gens achètent une fois, puis disparaissent dans la nature mhm, et ne mhm. réachètent plus jamais. Et ça, c'est pas une super bonne stratégie de développement d'entreprise non plus, d'avoir beaucoup de gens qui achètent une fois et qui ensuite sont déçus et se cassent. Pas Non, non puis plus le c'est but. la psychologie des pick-up artists, des artistes de la drague. Oui, qui sont bien Ben problématiques ouais, si on d'ailleurs. peut parler de problématiques, c'est eux. Heu, Autre épisode. qui eux, dans le fond, leur objectif, c'est juste d'avoir le plus, tu sais, de augmenter leur chiffre de réussite. C'est exactement le même Oui, concept que que ce genre de modèle-là. oui. OK, cool. Donc la jauge de confiance, ça, je pense que c'est une super bonne image, Et les et les déclencheurs de déclencheurs de conversation. conversation. Et toi, est-ce que déclencheur de conversation, ça passe par le contenu? Parce que bon, il y a les références. Tu nous as parlé du fait, OK, peut-être une personne va me présenter à une autre personne. Ça, c'est très direct et individuel. Et Oui. les autres déclencheurs, est-ce que pour toi, c'est de l'organique, c'est du contenu? Qu'est-ce qui passe par là? Il y en a plein. En fait, le raisonnement de fond, c'est quelle est la raison 100% logique dans l'esprit de la personne en face qui m'autorise à lui écrire et où elle va l'accueillir d'une Mmh. façon joyeuse. Le contenu est un bon exemple. Quelqu'un qui commente un de mes posts sur les réseaux sociaux et me pose une question, si je lui écris un message privé pour répondre à sa question, elle va pas être en mode oh là là, d'où sors-tu et qui es-tu inconnu. Elle va dire ah oui, c'est Thomas, je lui ai posé une question et on entre dans une conversation. Donc là, j'ai saisi un Mmh. déclencheur de conversation. Donc, c'est là où on peut marier ensuite, effectivement, des stratégies de prospection avec des stratégies de création de contenu.
Ce qui d'ailleurs fait que la stratégie de création de contenu marche beaucoup mieux. Créer du contenu, c'est pas juste j'ai publié sur Instagram, je croise les bras, je bois mon thé, j'attends que mes ventes tombent. Mhm. C'est pas comme ça que ça marche. On peut souvent marier les deux. Mais il n'y a pas que ça. Souvent, le déclencheur que je donne comme premier exercice pour les gens qui sont dans notre formation sur le sujet, c'est de leur dire envoyez de l'amour à des gens à qui vous Mhm. n'avez jamais parlé. Personne ne va se dire oh mon Dieu, qui est cette horrible personne qui vient me féliciter pour tout mon travail, tu vois. Et c'est du coup faire des trucs gratuits. Ce qui est cool avec ça, c'est que ça enlève Mhm. l'enjeu. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on a peur de prospecter, c'est qu'on est en mode oh, il faut que ça marche, blablabla. Si tu prends juste là 15 minutes, tu prends tes auteurs préférés ou tes réalisateurs et réalisatrices préférés ou les créatrices sur un YouTube préférés et tu prends le temps de leur envoyer un message ou un mail pour dire ça fait des années que je suis ton travail, tu m'inspires pour telle raison, cette vidéo a eu un impact dans ma vie. Juste faire ça, Mhm. c'est de la prospection en fait. J'ai fait le pas d'aller écrire à quelqu'un et quand tu le fais pour répandre de l'amour, bah, c'est beaucoup Mhm. plus simple. T'enlèves tout l'enjeu. Et ça, c'est un déclencheur de conversation. Intéressant. Intéressant parce que, sais-tu ce que j'entends quand tu parles, puis qui est vraiment ancré dans, bon, ben, moi, je suis une coach formée aussi avec des modalités féministes, fait qu'on a certains principes qu'on suit, puis un des principes, c'est la non-hiérarchie et dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est Hmm. aussi d'approcher la prospection d'un point de vue non hiérarchique, hem, où, c'est pas nécessairement moi Hmm. qui ai la solution à ton problème et la raison pour laquelle je te parle, c'est parce que je dois régler ou fixer quelque chose que je vois qui est problématique chez toi ou qui est manquant chez toi ou tu sais, qui a comme, hem, Oui. que ça, c'est intrusif parce que la personne, justement, a pas nécessairement, ouvert la porte à ça. C'est comme un conseil non sollicité, tu Et- sais, genre personne n'aime les conseils non sollicités et exactement, dans le grave. conseil non sollicité, ben, oui, il y a la notion de consentement, mais il y a aussi cette notion de hiérarchie de dire: «Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi». Oui. Hyper intéressant. Je l'avais jamais conscientisé, mais ouais, c'est très vrai. Et du coup, ça m'emmène à un autre truc qui est de base dans la culture du consentement, c'est toujours demander le consentement de la personne. Donc, les questions sont bien, bien, bien plus puissantes Mmh. que, comme tu dis, les conseils. Et ça, c'est quelque chose qui crée de la sécurité, c'est toujours poser des questions. Exemple, pour un conseil, imaginons, je suis en discussion avec quelqu'un sur Insta, j'ai remarqué un truc qu'elle pourrait améliorer dans sa com, plutôt que de lui dire «Eh, au fait, j'ai vu que tu mettais pas de couverture sur tes posts et on voit pas du coup de quoi il s'agit, tu devrais en mettre», c'est dire j'ai observé un truc qui est ressorti dans tes trois quatre derniers posts, j'ai pas envie d'empiéter sur tout mon espace et te balancer tous mes conseils. Donc juste, si jamais tu as envie de recevoir un truc que j'ai observé, je te le partagerai avec plaisir. Et si tu n'en veux pas, c'est complètement bienvenu aussi. Et je te dirai merci Mmh. de ne pas vouloir mes conseils. Tu vois, juste ça, ça crée un espèce de sécurité où le non et le Mmh. oui ont la même valeur. Et la personne, elle sait qu'elle peut dire non et que c'est OK. Et juste ça, bah, ça fait que parfois la personne elle va dire bah ouais, bien sûr, j'ai envie de ton conseil, merci d'avoir eu l'attention de regarder mon travail. Là aussi, on avait donné le conseil direct, la même personne, elle aurait été en mode mais Mmh. je Mmh. lui ai rien demandé en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Intéressant. Tout ça est fascinant. Et là, quand on bon, parce que là, je retourne dans la danse de consentement, puis, je pense qu'une chose aussi à faire attention, Oui. c'est, l'ultra timidité ou le fait d'être comme vraiment trop passif dans la relation aussi, parce qu'à quelque part, tu sais, même dans une relation amicale ou amoureuse, on aime quand les gens prennent les devants ou quand ils prennent un certain contrôle des fois hem, sur l'interaction. Comment toi tu déclines ce shift un peu genre dans l'énergie ou ce shift peut-être dans la Mmh. relation de pouvoir où on est comme: «Je te donne mon consentement et maintenant amène-moi dans la danse». Tu sais, prends le lead de cette conversation. Mmh. Je vais rebondir sur ce truc que tu dis de on aime quand les gens prennent les devants. Ce que j'entends par là, c'est que toute relation a besoin, à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui émet une proposition pour la Mmh suite. mh.
si tu es dans une relation, comme tu dis, amicale, amoureuse, peu importe laquelle elle est, si personne propose rien, la relation juste elle meurt à petit feu. Si personne propose un café, un resto, un appel, ou même juste envoyer un message pour dire comment ça va, tu vois, c'est une proposition d'interaction Mhm. quelque part. Donc si personne propose, la relation meurt. Donc, et ça je veux le nommer parce que ça veut dire les propositions sont une bonne chose pour les relations. Ce qui est compliqué dans la prospection, c'est qu'on a plus l'habitude de recevoir des propositions qui ne nous conviennent Mhm. pas que des propositions qui nous enthousiasment. Mm. Et donc, on se raconte l'histoire que toute proposition est mauvaise, et donc que toute prospection est mauvaise, simplement parce que la majorité des propositions qu'on reçoit, elles sont pas pour nous, elles sont pas adaptées, parce que la personne n'a pas pris le temps en face de se questionner sur en vrai qu'est-ce qui me ferait du bien et qu'est-ce qui améliorerait mon Mhm. existence. Mais si toutes les propositions qu'on recevait étaient des fuck yes, bah, genre, ce serait trop joyeux. On se dirait, waouh, la prospection, c'est incroyable. J'ai tellement de choses qu'on me propose qui sont parfaites pour mon cas particulier. Donc, et je nomme ça parce que je veux, même pour les gens qui se sentent timides, la timidité qu'on ressent, ça peut être la conséquence de propositions passées qui n'ont pas été bien accueillies ou de propositions qu'on a reçues qui sont tellement intrusives que du coup, on se Mhm. protège. Et la timidité, c'est une forme de protection, en fait. On se protège de l'intensité potentielle des relations autour. Ça peut avoir un lieu avec j'ai du mal à protéger mes limites et à dire non, donc je me replie dans cette forme de comportement-là parce qu'elle me fait du bien. Mhm. Enfin, bref, c'est multifactoriel et j'ai pas la réponse à ce sujet parfait pour tout le monde, mais ça peut venir de ces endroits-là. Mais je pense que si on change notre relation à l'acte de proposer des choses, ça peut aider à être plus proactif et proactive dans le fait de proposer, ou aussi d'analyser les propositions qu'on reçoit pour dire un vrai oui ou un vrai non. Et ça, c'est un truc important, je pense aussi, si les gens qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler de la culture du consentement. Un des principes phares là-dedans, c'est de dire le consentement, c'est quoi? C'est la réponse qu'on apporte à une proposition de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu veux boire un café? Et on se dit souvent qu'il y a oui ou non et que c'est Mhm. binaire. Alors qu'en fait, le consentement, c'est plus un spectre qui va de fuck yes à fuck Mhm. no. Et de fuck no, tu vois, c'est genre énorme intensité, jamais de la vie, je détesterais faire ça, ça me ferait vomir pendant des années. Tu vois, ça, c'est un vrai non, Mhm. jamais, tu vois. Et après, il y a le non, j'hésite, ou le ah, je sais pas trop, I'm on the Mhm. fence, où il y a oui, j'ai envie de dire oui, mais j'ose pas trop. Et il y a oui qui sort presque sans qu'on le contrôle. Et ça, c'est hyper intéressant d'essayer de se dire, quand on me propose un truc, je suis où sur cette jauge, sur ce spectre? Mhm. Est-ce que c'est un fuck yes? Est-ce que c'est un petit oui? Et s'entraîner à sentir ça pour soi, ça nous aide ensuite à avoir en tête les comportements de l'autre et l'aider à trouver son ajustement. Et on le voit dans le non-verbal souvent. Je propose un truc et la personne en face, tu vois, elle se replie et elle dit oui en se repliant. Et là, du coup, pour prendre soin de son consentement, notamment dans la prospection, on peut dire est-ce que tu es sûr? J'ai l'impression que tu hésites. Je veux surtout pas que tu penses que je suis en train de te forcer à ça. Je veux vraiment que ce soit enthousiaste. Et donc, si c'est pas enthousiaste, bah, ne faisons pas ce rendez-vous, en fait. Mhm. C'est OK. Genre, on avancera dans nos vies quand même. C'est pas grave si tu refuses. Mhm. Mhm. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? tout à fait, parce qu'en plus, un autre sujet connexe au féminisme, consentement et tout ça, en ce moment, je suis beaucoup intéressée par toutes les cultures, du consentement dans tout ce qui est BDSM et Ah genre, oui. je discute beaucoup avec, des professionnels, des dominatrices professionnelles ou des choses comme ça où justement, tu sais, le fuck yes est vraiment essentiel pour rentrer dans une Ouais, relation qui ultimement va être intense, mais peut être extrêmement guérisseuse aussi de tout ce dont tu parles aussi au niveau genre de comme où est mon pouvoir dans, une ouais, interaction consentie, dans, un travail qui touche à mes désirs, qui touche à, la vision que j'ai pour mon propre plaisir, pour ma vie, puis tout ça. Puis je pense que même bon, nous, on travaille avec, avec des entrepreneurs, mais la place du désir, puis de être capable de connecter à ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Puis à quelque part, dans ce dont tu parles, dans cette prospection consentie, il y a une méta-aptitude qu'on doit développer comme
euh, comme entrepreneur, comme marketeur, comme, tu sais, de aller Ouais, comprendre justement ce spectre et comment est-ce qu'on crée les espaces de sécurité pour nos clients pour découvrir c'est quoi tout à leur fait. jauge justement de confiance, tu sais. Mon associée, elle parle souvent du fait que le consentement, il y a 2 compétences à Mmh. l'intérieur, l'exoconsentement et l'endoconsentement. Exoconsentement, c'est ma capacité à aider l'autre à consentir ou non d'une manière, libre, éclairée, alignée, enthousiaste et cetera. Donc l'aider à dire non quand c'est non et oui Mmh. quand c'est oui. Et l'endo-consentement, c'est ma capacité à le faire avec Mmh. moi-même, dire non quand c'est non et oui quand c'est oui, et trouver la justesse. Et c'est 2 compétences très différentes, parce que parfois c'est plus simple pour nous d'aider l'autre à trouver son alignement, mais nous on est incapable de dire Mmh. non. Et des fois c'est l'inverse. On est très forte nous pour respecter nos limites, mais du coup on peut avoir tendance à envahir l'autre parce que nous on a cette capacité et donc on part du principe que tout le Mmh. monde l'a. Mmh. Et tu vois, c'est 2 compétences très importantes, tout aussi importantes l'une que l'autre dans la prospection et les relations commerciales, parce qu'il y a bien sûr, comme tu as dit, créer des espaces de sécurité où nos clients se sentent en capacité de dire non et que ce soit accueilli, et où nous, on peut les aider à dire non. Je raconte souvent aux clients qu'on a dans cette formation sur la prospection consentie de dire une des meilleures manières de créer de la confiance avec les gens en face de toi, c'est de leur dire que c'est pas le bon moment d'acheter ton Mmh. produit, quand c'est vraiment pas le bon moment. Et là, tu es sûr que la personne reviendra vers toi un jour pour te reposer cette question parce qu'elle sait que tu n'es pas là pour lui vendre n'importe quoi, tu es vraiment là pour Mmh. l'aider. Mais en même temps, en deux consentement, si je suis en discussion avec un client et que je sens en moi que j'ai pas vraiment envie de bosser avec elle, mais je dis oui parce que je suis biaisé, par exemple, par une urgence Mmh. financière, ou je suis biaisé par le truc, le rôle d'un entrepreneur, c'est de vendre à tout prix, donc je vais dire oui alors que j'ai pas du tout envie de Mmh. bosser avec elle, mais je respecte pas mon propre consentement. Et en fait, dans n'importe quelle relation, si c'est pas un consentement libre, éclairé, enthousiaste des deux côtés, c'est sûr et certain, à un moment donné, il y a un problème. Mmh. Parce qu'on va se le faire payer de manière inconsciente dans un sens ou dans l'autre. C'est sûr et certain. Ou consciente, parce que la C'est pour ça que personne c'est va aussi peut-être important. se désister ou il va y arriver quelque Ou chose au consciente, niveau de la bien relation, sûr. ouais, c'est ça. En tout cas, il va se passer un Ouais. truc, c'est clair. Donc, c'est au service de tout le monde de chercher ce consentement enthousiaste des deux côtés dans toute relation de vente. Génial. Et ça, tu l'enseignes dans ta formation, sur la prospection consentie? Est-ce que c'est quelque chose que systématiquement vous adressez avec les gens avec qui vous travaillez? Bah, ce qu'on fait maintenant dans la manière dont on fait de la pédagogie au sens global, c'est marier. On a trois pôles de réflexion Mmh qu'on mh. essaye à chaque fois de prendre en considération. Donc, il y a la dimension purement business, développer une entreprise. Il y a la dimension épanouissement Mmh. individuel, c'est-à-dire est-ce que le développement de l'entreprise est au service de l'individu qui dirige l'entreprise, sachant qu'il y a des stratégies qui peuvent ne pas être au service. Donc déjà, ça, c'est un premier équilibre. Et le troisième équilibre, c'est avec la pensée systémique que tu as noté tout à l'heure. Quelle place est-ce que cette stratégie en entreprise et mon épanouissement prend dans la tapisserie plus globale des écosystèmes humains et naturels dans Mmh. lesquels je m'insère? Donc le féminisme est un spectre par lequel on essaye de regarder tous les sujets sur lesquels on fait de l'enseignement. Donc ça passe par prospection consentie, par exemple, mais ça passe aussi par, ah tiens, on a une personne qui a du mal à trouver son organisation. Ah, en fait, il se trouve que c'est parce que c'est une femme et que toutes les responsabilités et la charge mentale de gérer la maison reposent sur elle et pas Mmh. sur son conjoint. C'est pas un problème Mmh. business, c'est un Tout à problème fait. patriarcal. Et ça, si on l'adresse pas, comment accompagner une personne où on lui dit ah mais c'est un problème de gestion de ton calendrier, blablabla, et on lui remet Exact. toute la charge sur elle? Non, en fait, Oh c'est my pas ça le god, c'est de problème. la musique à mes oreilles parce que des fois, j'ai l'impression qu'il faut qu'on explique ces choses-là, mais c'est comme, pour moi, c'est une évidence, mais effectivement, c'est pas le modèle dans lequel on a été habitué. C'est comme, OK, on sépare la business de la vie, on Non. sépare, genre, la façon dont on fait de l'argent de nos émotions. Tu sais, on vit, puis je pense que la Oui, pensée systémique, c'est exactement. ce que ça nous Ah, amène parce que c'est comme, à la place de regarder les choses en silo, quand on commence à les regarder toutes interreliées, ça nous donne une toute autre image et ça nous donne un tout autre set de solutions aussi, là. tout à fait. Et c'est pour ça que du coup,
prospection Ouais. consentie, c'est un exemple. On mélange business, épanouissement perso, pensée systémique sur ce sujet. Mais en vrai, c'est applicable à 100% des dimensions de Oh my gestion d'une God. entreprise. Thomas, je suis en amour avec genre votre vision parce que encore une fois, on est des disciples de la même paroisse. Je crois, je crois. C'est quoi la meilleure Et il faut qu'elle se Oui, il faut développe, qu'elle se cette développe, puis paroisse. je pense que, tu sais, ce que tu fais, ce qu'on fait, c'est vraiment développer les aptitudes à simplement au moins voir ces choses-là, tu sais, au moins les faire ressortir, Oui, puis ensuite, on peut commencer à naviguer à l'intérieur, mais la première étape, c'est de juste comme prendre un moment, prendre une pause, puis dire: «Et si les choses n'étaient pas telles que je les voyais ou telles qu'on me les avait montrées ou telles qu'on essaye de me les faire croire?» parce qu'à quelque part, il y a un désalignement au niveau du corps, qui nous puis pour moi, le corps, c'est notre radar aussi, c'est de dire: «Il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a un ouais, symptôme qui apparaît quand je suis forcée à faire quelque chose comme ça ou quand genre il y a telle chose qui et puis tu sais je l'amène moi aussi genre dans cette réflexion qu'on a de comment on navigue à travers le monde. Donc ouais. ouais. Mais c'est hyper intéressant que tu parles du corps parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est très peu apporté dans la pédagogie entrepreneuriale au sens large, dans les écosystèmes dont on fait toutes les deux parties, toi et moi, alors que c'est indispensable. Et du coup, c'est quelque chose. Mon associée, elle fait plein d'ateliers sur le Mmh. consentement dans nos séminaires qu'on fait en présentiel avec les gens de notre programme de coaching. Et il y en a beaucoup qui sont sur sentir les signaux physiques, physiologiques dans le corps de quand c'est non, Mmh. ça fait quoi? Quand c'est oui, ça fait quoi? Et c'est hyper dur. À chaque fois, tous les gens qui font ces exercices pour la première fois dans nos séminaires, ils sont en mode, Mmh. mais je Mmh. sens rien, Mmh. tu vois? Alors qu'en vrai, à force de répéter, tu sens et t'observes. Et il y a un exercice que j'adore, que je trouve à chaque fois, c'est rigolo à regarder, mais l'expérience à l'intérieur, la première fois, elle est intense. Si on met deux gens face à face, il y a une personne qui doit rester statique et dire non pour que la personne s'arrête. Et l'autre personne, elle marche, et tant qu'elle sent pas un vrai non qui lui arrive en face, elle ne Mmh. doit pas s'arrêter. Et il y a des gens, ils attendent, les personnes qui nous écoutent ne voient pas l'écran, mais je rapproche mes mains petit à petit. Et il y a des gens qui, le vrai non, il ne sort que quand la personne, elle est Wow. vraiment dans son visage, quoi. Elle est genre face à elle, et c'est là où tu as un non des tripes qui sort, et elle dit, ok, j'ai compris, j'ai senti Ouais. ici, ça a serré, ça a fait ça, et c'est ça qui m'a fait dire non. Alors qu'avant, Mmh. c'était non, Mmh. non, tu vois? Et c'est pas un non, tu vois? C'est genre, je le dis parce qu'on me dit qu'il faut le dire et que c'est un exercice, mais c'est pas Mmh. vraiment non, tu vois? Wow, c'est tellement viscéral, c'est tellement viscéral. C'est fascinant Tellement d'observer ça. Ouais, viscéral. exactement. Ouais. En tout cas, là, on rentre dans une autre genre, j'ai l'impression que j'aimerais parler a avec toi de toute cette dimension-là parce que en plus, je suis en train de toi qui connais systémique, je me demande à quel point connais-tu le process oriented work? Je sais pas c'est quoi la traduction en français, c'est, Andy Mindell. Ça dit Le nom OK. de cette personne me Parce dit quelque que chose, mais je suis en train de me former à cette je crois modalité. pas. Je vais ouvrir une page, Et, Google à et côté. lui, son approche a beaucoup influencé aussi le travail activiste, mais tu sais, pas juste comme du travail de développement personnel, mais aussi un Mmh. travail au niveau de justement comme la résolution de grandes problématiques sociales et de grandes problématiques mondiales. Mmh. Puis c'est un travail très, très embodied, très corporel. Euh, et en même temps qui travaille Mmh. avec un état de subconscient, euh, du dream state, de l'état de rêve dans lequel on évolue. Mais bon, encore une fois, je pense qu'on aurait comme une toute nouvelle conversation là. En tout cas, je me suis ouvert une page Google et je vais aller, deep dive dedans, je pense, juste après. Génial, tu m'en redonneras des nouvelles. OK, Thomas, c'est quoi la meilleure façon de te suivre ces temps-ci? Où aimes-tu partager et comment est-ce que les gens peuvent rentrer dans ton univers s'ils ne te connaissent pas encore? Je pense la meilleure manière de rentrer dans mon univers, c'est le podcast. Il s'appelle Young, Wild and Freelance. Et en plus, au moment où on a cette discussion, je viens juste de sortir la nouvelle mouture. En fait, je viens de passer récemment les 100 interviews. Mmh. Et du coup, je me suis dit, OK, au bout de 100, j'ai envie de réinventer un peu le modèle.
Donc maintenant, il y a 100% en vidéo, c'est dans un studio, j'essaie de créer une vraie expérience pour les gens avec qui je discute. Et je suis très très fier de ce que ça donne. Du coup, voilà, ça c'est la meilleure Génial. manière. Vous avez 40 heures, je crois, de discussion, d'interview sur tous les sujets dont on a parlé. Ils deviennent de plus en plus engagés plus on se rapproche de la fin, parce que j'ai commencé en 2019, donc voilà, on me voit grandir au fur et à mesure des épisodes aussi, c'est hyper intéressant ça. Mais voilà, ça, on peut plonger la tête la première dans mon univers. Et sinon, je dirais, ma newsletter, c'est un bon endroit aussi, dans le sens où c'est un endroit où, par l'écriture, je peux plonger dans les sujets, et donc il y a toujours cet équilibre que je cherche à chaque fois que je traite quelque chose, entre business, épanouissement individuel, recul systémique sur les choses qui se jouent au-delà de juste nous, la personne. Voilà, il se passe des choses intéressantes quand je commence à écrire sur ces sujets-là. Je ne sais jamais vraiment ce qui va se passer, mais c'est un lieu autant de recherche que de transmission. Love it. J'adore cet exercice. On va mettre les liens naturellement. Et Oui, sinon, vas-y, je t'écoute encore. on me trouve sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Pour des choses peut-être plus faciles à consommer en quelques secondes que d'aller se taper une grosse newsletter. Consentement, petit à petit, on crée le lien. Exactement. Venez sur Instagram si vous voulez papoter, avec plaisir. Génial. Merci infiniment, Thomas. On va mettre naturellement les liens en note de cet épisode et au plaisir de peut-être continuer cette conversation sur plein d'autres sujets que je pense qui nous fascinent tous les deux. Bah ouais, hein, écoute, moi je suis bon client, je ne sais pas refuser quand on m'invite à venir faire un podcast, donc on recommence quand tu veux. Merci. Ciao. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.